Bien, messieurs, dames, bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette première conférence. J'espère que vous m'entendez tous très bien. Alors, je vais bien aider à modérer. Oui, merci beaucoup. J'espère que Et vous j'ai m'entendez fini tous mon très public. bien. Merci de couper tous vos micros. Quelques petites choses. Le supplément pour cette conférence est un diaporama. Il est important à suivre. Il y aura sur ce diaporama des peintures, des cartes et quelques petites informations pour accompagner mon propos. Si par malheur mon réseau venait à sauter, je reviendrai et vous me direz où j'en étais. Mais j'espère que ça n'arrivera pas. Voilà, si vous m'entendez bien, n'hésitez pas à l'écrire dans le salon sans micro, guerre et histoire. C'est là où je vous lis, n'écrivez pas ailleurs et je vous remercie. Donc je commence. Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette première conférence qui portera sur l'histoire du peuple turc. J'espère que cette conférence est le début d'une dizaine de conférences sur l'histoire des peuples européens et pourquoi pas non européens. Alors pour répondre à la question, une idée de la durée, je sais pas, entre 20 et 30 minutes, ça dépend de la manière dont je parle. Je vais essayer de parler très lentement parce que je suis quelqu'un qui parle assez vite pour que tout soit compréhensible pour vous. Alors cette conférence a été écrite il y a de cela quelques mois en découvrant le livre de Jean-Paul Roux, Histoire des Turcs, 2000 ans du Pacifique à la Méditerranée, édité en 1984 puis réédité en 2000. Il s'agissait au départ de faire un résumé détaillé de ce livre de quasiment 500 pages, mais j'ai souhaité finalement transformer ce résumé en une conférence pour le Discord. Étant donné la quantité d'informations présentées et voulant créer une conférence d'abord destinée aux gens ne connaissant que très peu l'histoire de ce peuple, ou plutôt devrais-je dire de ces peuples, j'ai décidé de retirer beaucoup d'éléments et de m'arrêter à l'aube des temps modernes. Quelques mots d'abord sur Jean-Paul Roux, il faut quand même présenter le support de cette conférence. Jean-Paul Roux, il est né en 1925, il est mort en 2009. C'est un historien, chercheur, ethnologue, anthropologue, grand spécialiste des peuples turcs et mongols. Il étudia à la fameuse École nationale des langues et des civilisations orientales, qu'on appelle aujourd'hui INALCO, et à l'École du Louvre. Il devient directeur de recherche au CNRS à 27 ans, et professeur à l'École du Louvre où il enseigna les arts islamiques. C'est grâce en partie à lui que l'on doit la création, en 2003, du département des arts de l'islam au Louvre. Il a publié de très nombreux ouvrages, notamment Un choc de religion en 2007, relatant la longue guerre de l'islam et de la chrétienté, La religion des Turcs et des Mongols en 1984, ainsi qu'un dictionnaire des arts de l'islam en 2007, fruit d'un demi-siècle d'études, de voyages et d'enseignements. Son ouvrage majeur concernant les Turcs est bien évidemment le livre support de cette conférence. Petite précision avant de commencer. Je ne suis pas enseignant-chercheur, je ne suis pas maître de conférence, mon travail se veut être une brève introduction à la complexe et grande histoire des Turcs. Il se peut donc qu'il y ait des raccourcis et des erreurs. Ne prenez pas mon propos comme une description objective de l'histoire des Turcs, mais plutôt comme une invitation au voyage dans le monde turc, entre mythe et réalité. Je vous encourage à lire le livre de Jean-Paul Roux, ou tout autre livre portant sur le sujet, à faire vos propres recherches et vos propres conclusions. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne écoute. Je rappelle, merci de couper vos micros et de regarder le stream. C'est un support efficace pour que vous ne soyez pas noyé dans une quantité d'informations. En 1903, Édouard Chavannes s'étonnait que l'histoire de la race turque restât encore à écrire. Il pourrait toujours le faire aujourd'hui tant l'histoire de ces peuples est d'une complexité folle. Les Turcs, c'est quelques 2000 ans d'histoire du Pacifique à la Méditerranée, de Pékin à Vienne, à Alger, qui ont mêlé leur destin à celui de tous les peuples de l'ancien monde, ou peu s'en faut. Mon propos sera de vous conter l'histoire de ces divers peuples turcophones qui ont vécu en Asie, en Europe et en Afrique au cours des 2 millénaires de l'ère chrétienne et qui, aujourd'hui encore, représentent une masse considérable d'humains dans différentes régions du monde. On a connu des peuples turcophones au cours des temps sous des noms différents. Hyonu, Han, Ouïghours, Seldjoukides, Mamelouks, Kiptchaks, Timurides, Grands Moghols, Ottomans, pour n'en citer que quelques-uns. On les nomme aujourd'hui Turcs, Turkmènes, Kirghizes, Ouzbeks, Tatars, Azéris, Kazakhs, Yakoutes, Tchouaves, Bashkirs, etc., etc.
Ils ont établi des dynasties à Pékin, Delhi, Kaboul, Ispahan, Samarcande, Bagdad, au Caire, à Damas, Constantinople, Tunis et Alger. La dynastie chinoise des Wei, qui a fait sculpter les crocs de Longmen, était une dynastie turque. Vous pouvez ici en voir une représentation. La mosquée d'Ibn Tulun au Caire a été édifiée par un Turc. Et en Inde, l'incomparable tombeau du Taj Mahal fut construit pour la bien-aimée d'un prince de sang turc. Race ou langue? On va d'abord s'interroger sur cette première question, race ou langue. Il n'y a pas un seul idiome turc rigoureusement fixé depuis les premiers siècles de l'ère chrétienne jusqu'à nos jours et parlé de la Sibérie du Nord jusqu'à Chypre ou dans les Balkans, mais plusieurs langues et dialectes issus d'une langue commune, de la même manière que le français est issu de la langue indo-européenne. Cette langue, ou ces dialectes, appartiennent à un groupe linguistique que l'on nommait jadis ouralo-altaïque et que l'on préfère diviser aujourd'hui en ouralien ou finno-ougrien, qui comprend le finnois, l'estonien, le lapon et l'hongrois, et l'altaïque, qui comprend le turc, le mongol et le toungouz. Donc voici les langues altaïques, et nous allons rentrer en détail dans les langues turques, qu'on appelle les langues turciques, avec la répartition, ici la répartition des langues turciques. Voilà une langue admirable que ce turc, disait Molière dans son Bourgeois gentilhomme. Et avec pertinence, il ajoutait « Elle dit beaucoup en peu de mots ». En effet, le turc est une langue dite agglutinante, c'est-à-dire fondée sur l'accumulation de suffixes joints au radical, qui ne le modifient pas et ne se modifient pas et qui expriment diverses relations grammaticales. Par exemple, en turc de Turquie, la maison se dit ev, E-V. Les maisons, evler. Mes maisons, evlerim. Et dans mes maisons, evlerimde. J'ai prononcé avec un accent français dégueulasse, mais si vous voulez, avec l'accent turc, c'est evlerimde. Voilà. Le turc est écrit en runique, en sogdien, en arabe, en persan et enfin en latin. La structure de la langue turque est sensiblement la même depuis le 8e siècle, mais beaucoup de mots viennent de constructions arabo-persanes, franco-anglaises et russes. Concernant l'ethnie, là aussi, la question est complexe. S'il fallait, pour retenir la réalité turque, considérer seulement les peuples qui se sont eux-mêmes nommés ainsi, nous laisserions à l'écart de bien des groupes qui ont souvent incarné la turcophonie. Il nous faut cependant mettre en évidence un autre fait qui s'inscrit apparemment en faux contre ce que je dis. Il y a eu de grandes formations authentiquement turques, dont la langue officielle fut le persan, et d'autres langues iraniennes. Qu'elles aient été en voie de se déturquiser est une évidence, mais elles ne sont pas allées jusqu'au bout de ce processus qui n'a touché que la classe dirigeante, et elles sont restées pour cela dans le monde turc. Nées turcophones, elles ont donné naissance à des turcophones, quand, au contraire, les hordes turques bulgares, après avoir émigré dans les Balkans, se sont définitivement slavisées. Elles ont été perdues pour la turcophonie, et elles n'intéressent plus le monde turc. On s'aperçoit ici que le critère linguistique prime sur le critère ethnique. Cependant, les archéologues, en fouillant le foyer de naissance des Turcs, ont trouvé des crânes exclusivement brachycéphales, c'est-à-dire présentant des caractères mongoloïdes. Le rameau primitif des Turcs présente bien des caractères raciaux. Mais cette qualification perd rapidement de son importance dans l'histoire. Dès avant l'ère chrétienne, on mentionne comme turc le peuple kirghize, composé d'hommes blonds, de haute taille, aux yeux bleus, qui doivent être des Indo-Européens turquisés. Dès lors, et cela n'ira qu'en s'accentuant au cours des siècles, il n'est plus possible de retenir un trait physique comme caractéristique parce que les Turcs sont de tendance exogame en choisissant leur époux chez des non-turcs, parce qu'ils se mêlent à toutes les ethnies qu'ils rencontrent, et enfin parce que leur langue est douée d'une étonnante force d'attraction, et que des masses d'hommes l'adopteront. La vieille race turque de ce sang qui faisait les pommettes saillantes et les œufs bridés a disparu dès que ce peuple s'est lancé à la conquête du monde. Les proto-turcs. Aux confins de la Sibérie, dans les immenses forêts de conifères, aux fûts qui pointent vers le ciel, terre de silence et de solitude, pendant des mois couverts de neige que baignent partout les eaux et que coupent les montagnes, là, dans cet environnement hostile où la vie se fait rare, où le crépitement d'un feu, où le bruit de l'eau, où les mille bruissements de la forêt réveillent les esprits endormis, naquit un peuple chamanique qui, de sa terre natale, gagna presque toute l'Asie.
La date à laquelle les proto-turcs quittèrent la taïga pour faire entendre leur voix parmi les hordes barbares n'est pas connue. Sans doute au premier millénaire avant notre ère, les fouilles de la région de Mimoninsk sur le haut Issinaï sibérien, à l'époque de la culture dite de Karasouk, entre 1200 et 700 avant Jésus-Christ, laissent voir un accroissement régulier des brachycéphales, donc vraisemblablement en raison du peuplement ultérieur de pré ou de proto-turcs. À l'époque de la culture de Tagar, entre 700 et 300 avant Jésus-Christ, le même phénomène se produit dans toute la région de l'Altaï. Enfin, après 300, il semble y avoir une poussée de brachycéphalisme dans la Sibérie méridionale et au sud de la chaîne altaïque. On peut donc suggérer que progressivement d'abord, puis brusquement ensuite, les ancêtres des Turcs, jusqu'à la septentrionaux, descendent des forêts pour atteindre au début de l'ère chrétienne le nord des Tchène-Shan et les steppes du lac Balkach. Chose importante à noter, ces nouveaux venus chassent devant eux des Indo-Européens, ou se mêlent à eux, ou exercent sur eux une domination afin que ceux-ci adoptent leur langue et leur culture. C'est le cas des Kirghizes, premier peuple indo-européen turquisé, nous y reviendrons. Avec leur arrivée dans la steppe, les Turcs passent d'une civilisation de chasseurs-cueilleurs à une civilisation de l'élevage et du cheval. Ils inventent la selle, l'étrier et l'attelage. Maîtres archers, ils ont des arcs qui portent plus loin que tous les autres. Ainsi montés et armés, ils demeurent invincibles pendant près de 2000 ans. Voyons maintenant les Xiongnu. La grande confédération nomade des Xiongnu est mentionnée pour la première fois dans les sources chinoises en 245 avant Jésus-Christ. Composée de diverses tribus et ethnies, les historiens rencontrent tout de même un problème important. Qui les dirigeait et quel était le dosage des différentes populations? Les Chinois de l'époque parlent des Xiongnu comme une population de petite taille, au corps trapu, à la tête ronde et grosse, au visage large. Ils ont des pommettes saillantes, des sourcils épais, des yeux fendus et la lèvre couverte d'une moustache fournie. Ils portent une barbiche et pointe en pointe et laissent tomber une natte au sommet de leur crâne. Pour certains chercheurs, ce sont des paléo-asiates, pour d'autres des proto-mongols, enfin pour la plupart des proto-turcs. Du surcroît, le centre de l'empire Xiongnu se trouve au nord de la Mongolie, connu ultérieurement sous le nom turc de pays d'Otouken, lieu stratégique qui demeura le point névralgique des empires des steppes au 5e et 13e siècle après Jésus-Christ, celui des premiers Turcs historiques, puis des Ouïghours, des Kirghizes et des Mongols Gengis-Khanides. Poursuivant l'œuvre commencée par la migration des populations brachycéphales, les Xiongnu exerceront une vigoureuse pression sur les Indo-Européens, les obligeant à refluer vers l'Europe. Concentrons-nous maintenant sur un autre peuple turc, les Huns. Sautons quelques siècles, certes, et arrivons au 2e siècle de notre ère. Là, au nord de la mer Noire, entre la Volga et le Dniestre, un peuple fait son apparition et se lance à l'assaut de l'Europe aux alentours de 374-375 après Jésus-Christ. Ils attaquent les Visigoths et les Ostrogoths, les Germains et les Alains. Ainsi commencent en Europe les grandes invasions barbares, assez largement comparables à celles qui, à la même époque, ravagent la Chine. Attila arrive au pouvoir en 434 et lance des campagnes militaires où le seul objectif est de détruire, piller et massacrer. Le fléau de Dieu, comme on l'a surnommé par la suite, et son armée de barbares laisseront derrière eux une terre brûlée, où l'herbe ne repousse pas, et où le sang vient à remplacer l'eau des rivières et des lacs. Ces méthodes seront employées bien plus tard par Gengis Khan et Tamerlan. Se fonder sur la terreur comme arme de destruction massive, elle ne laisse d'autre alternative que la capitulation inconditionnelle ou l'anéantissement total. Les orientalistes s'accordent sur le point suivant. Les Huns sont des Turcs. Du moins des peuples relevant du même groupe linguistique que les Turcs, bien que, sans doute déjà séparés depuis longtemps du tronc commun. Les fouilles en Hongrie ont montré qu'ils relevaient d'un peuple dont la brachycéphalie était si accentuée qu'elle semblait ainsi caricaturale, signifiant sans doute qu'ils pratiquaient la déformation volontaire du crâne chez les jeunes enfants. Quoi qu'il en soit, Attila, le fléau de Dieu, deviendra parmi les peuples et les cultures qu'il a traversés un héros magnifié. Ainsi, les Nibelungen, mis en musique par Wagner, mais poèmes du Moyen-Âge, et les poèmes épiques burgondes qui en sont proches, comme par exemple le chant des rois burgondes à la cour d'Attila, ou la mort d'Attila, feront de lui un souverain quasi paternel. Certains disent même que le mot Attila viendrait de la racine panturque Atta, signifiant père, et le diminutif germatique Illa.
Voyons maintenant l'émergence des Turcs en tant que tels. Et concentrons-nous sur les Kirghizes, que nous avions abandonnés dans les steppes. Les Kirghizes sont l'un des premiers peuples turcs dont nous percevons l'existence. Ils sont installés dans la riche et fertile vallée du cours supérieur de l'Issénaï sibérien. Aux alentours de l'an 700, les Kirghizes parlaient donc le turc. Ils le parlaient sans doute depuis au moins un millénaire. Cette indéniable appartenance linguistique au groupe turc s'oppose à une autre appartenance tout aussi certaine, mais anthropologique, au groupe indo-européen. Les sources textuelles chinoises et arabes parlent d'un peuple d'hommes blonds aux yeux bleus. L'archéologie a confirmé les sources textuelles en mettant à jour des tombes d'hommes manifestement européanides, ou caucasoïdes, utilisez le terme que vous voulez. Il fut la domination des Russes au XVe et au XVIe siècle, bien plus tard. Nous les retrouvons aujourd'hui dans la République du Kirghizistan, où, fait étrange, ils apparaissent comme le plus mongoloïde de tous les peuples turcs. Les types y passent d'une race à l'autre. Les premiers Turcs historiques. Le nom turc vient d'une tribu que les Chinois appelaient les Tukue, sous laquelle se cache le mot singulier turc, ou plus probablement le mot pluriel et archaïque turuk. Le mot turc signifie fort ou les forts, et sans doute à l'origine de l'expression non pas d'une entité tribale et ethnique, mais d'une organisation politique. Leur khanat est aussi connu sous le nom de Gökturk ou Turc céleste en français. Le chef des Gökturk, Burmin, que les Chinois nomment Tumen et que l'histoire connaîtra ce nom de Bumin Kagan, part s'installer en Mongolie du Nord avec son peuple, la tribu des Ashina, exactement dans la même forêt sacrée d'Otuken, et s'inscrit alors dans l'héritage des Xiongnu. Nous sommes en 552 après Jésus-Christ. Ses ancêtres construisent alors un gigantesque khanat sur la Mongolie et l'Asie centrale et qui contribuera à l'expansion des Turcs vers la mer Caspienne. Ah, petit problème de diapo. Voilà. Le mythe d'origine. On va maintenant se concentrer sur le mythe d'origine des Turcs, c'est assez intéressant à étudier. Est-ce que c'est réglé pour le diapo? Dites-moi. Oui, excusez-moi, oui, c'est pas très grave ça. Étudions maintenant le mythe d'origine des Turcs, excusez-moi pour le petit souci technique, qui revendique une origine Xiongnu et céleste. Un de leurs lointains successeurs, au début du 8e siècle, le proclamera dans une inscription qui est restée assez célèbre chez les chercheurs. Je vais vous la lire. Quand, en haut, le ciel bleu, en bas, la terre sombre se furent formés, entre les deux apparurent les fils de l'homme. Sur les fils de l'homme, mes ancêtres Bumin Kagan et Istemi Kagan régnèrent. Les Chinois racontent leurs origines mythiques par plusieurs récits qui ne diffèrent que sur des points de détail. Celle-ci est confirmée par un relief sculpté au sommet d'une autre inscription turque, celle de Bougout, qui date du 6e siècle, qui représente un être humain sous le ventre d'une louve. Et tenez-vous bien, ça devient de plus en plus intéressant. Les Tukue sont un rameau particulier des Xiongnu. Leur nom de famille était Ashina aujourd'hui. Ils formèrent une horde à part, mais dans la suite, ils furent battus par un État voisin qui extermina toute leur famille, à l'exception d'un jeune garçon âgé de 10 ans. Tous les soldats, voyant sa jeunesse, n'eurent point le courage de le tuer. Finalement, ils lui coupèrent les pieds et le jetèrent dans un marais qui était couvert d'herbe. Là, une louve le nourrit de viande. Ainsi, il grandit et s'unit avec la louve, qui devint bientôt pleine. Le roi, ayant appris que l'enfant vivait encore, envoya de nouveau ses hommes pour le faire tuer. Ceux-ci, voyant une louve à ses côtés, voulurent l'abattre aussi, mais le fauve s'enfuit sur une montagne située au nord du royaume de Tourfan. Dans cette montagne, il y avait une caverne, et dans la caverne, une plaine unie, couverte d'herbes touffues, qui avait plusieurs centaines de lits de tours, et où de hauts sommets s'élevaient de tous côtés. La louve, s'y étant réfugiée, mit au monde 10 garçons. Devenus grands, se séprirent en dehors des femmes qui furent mères. Leur descendance choisit un nom de famille, et l'un d'eux se nomma Ashina. Vous voyez ici le rapport entre le mythe fondateur de Rome et le mythe fondateur des Turcs. C'est assez intéressant. Le mythe est certainement indo-européen,
Du moins c'est ce que les chercheurs pensent, car elle présente de nombreux points communs avec le mythe étrusque des fondateurs de Rome. On pense qu'il aurait été emprunté aux Wuswen, que l'on nomme aussi Sakas ou Sas, peuple cavalier indo-européen de langue iranienne installé au IIe siècle avant Jésus-Christ sur l'Issyk-Kul et dans la vallée de Lili. Ils sont décrits comme des gens aux yeux bleus et à la barbe rousse. Il s'agit vraisemblablement des branches orientales des peuples scythes. La vallée de Lili est aujourd'hui située dans la préfecture autonome kazakh d'Ili en Chine et le fleuve Lili se jette dans le lac Balkach, en haut à gauche sur l'image, au Kazakhstan, et le lac Issyk-Kul est situé dans l'actuel Kyrgyzstan. Vous voyez ici à peu près la zone sur laquelle était présent ce peuple indo-européen. Revenons maintenant un petit peu à l'Europe et parlons des Bulgares, si vous le voulez bien. Après la mort d'Attila le Hun, 3 groupes principaux de peuples fédérés y tiennent un rôle principal. Les Bulgares, les Khazars et les Hongrois. Les 2 premiers relèvent de la turcophonie, le 3e d'un groupe parlant une langue finno-ougrienne, mais qui est dominé par un clan turc. Les origines des Bulgares sont incertaines. On a pu supposer que les Bulgares avaient été formés par un groupe de Huns, refluant vers l'Orient, et par divers éléments ethniques à leur suite, comme une sorte de horde en fait. Eux-mêmes se réclament d'un fils d'Attila, Irnik, dont ils ont conservé la mémoire au 8e siècle, alors même qu'ils ont étrangement perdu celle de son père. On les mentionne pour la première fois en 480 dans la zone comprise entre la mer Caspienne et le Danube, où ils apparaissent alliés aux Byzantins Zénon contre les Goths. Ils sont dirigés par un certain Gostoun à qui succède Kubrat, baptisé en 619, qui prendra le titre de Khan et fonda la Grande Bulgarie en 635. Quand ce dernier disparaît, son territoire est divisé entre ses 5 fils demeurés païens, puis en 3 hordes, celles de Bezmer, de Bayan et d'Asparouk. Cette division favorise l'invasion des Khazars venus du fond de l'Asie. Sous la pression des envahisseurs, la horde d'Asparouk fuit vers l'est, et en 679, elle passe le Danube pour s'installer en 680 dans l'actuelle Bulgarie. Donc les Bulgares ne viennent pas de l'actuelle Bulgarie. Elle devient une puissance redoutable pour Constantinople, qu'elle attaque à plusieurs reprises. En 811, le Khan Krum tue l'empereur Nicéphore Ier, et, suivant la coutume turque, fait amusant, fait de son crâne une coupe à boire. Voilà, c'est typiquement turc en fait. Mais mêlée à des Slaves du Sud, elle se slavise rapidement puis se convertit. Son histoire turque disparaît. Voilà pour les Bulgares. Concernant les Hongrois. Les Hongrois forment au Xe siècle la dernière vague des grandes invasions occidentales. Ils sont eux finno-ougriens, mais dirigés par une tribu khazaro-turcique, celle des Kabars. Cette domination des turcophones sur les Hongrois n'entraîne ni leur turcisation, ni la formation d'un État turc. D'ailleurs, les Kabars s'assimilent totalement aux Magyars et ne sont plus mentionnés après le XIe siècle. Nous n'allons donc pas raconter leur histoire. Voyons maintenant le cas des Khazars. Pour conclure, certains voient en eux les descendants des Huns occidentaux. Ils sont nommés en Occident dans les chroniques géorgiennes et arméniennes dès le 2e ou le 3e siècle de notre ère. Ils s'allient aux Byzantins en 626 contre la Perse sassanide. Une étroite amitié lie les souverains byzantins aux Khazars. Par exemple, Justinien II s'exilera à la cour des Khazars où il épousera la sœur du souverain. Elle prendra le nom de Théodora. Constantin V épouse aussi une princesse khazare, ce qui conduira leur fils sur le trône de Byzance, un métis d'ailleurs, Léon IV, le Khazar, qui régnera de 775 à 780. Les Khazars sont connus pour avoir embrassé le judaïsme. Mais je ne reviendrai pas sur cette histoire qui mériterait une conférence à elle seule, tant c'est un sujet complexe. Notez tout de même qu'il n'est pas impossible que les Karaïtes, turcophones, juifs non talmudiques, installés principalement en Pologne et en Crimée, soient les descendants des Khazars. Passons maintenant aux Oghuz. Les Oghuz, confédération nomade du nord de la mer d'Aral, sont considérés comme les ancêtres de quasiment tous les Turcs occidentaux modernes. Des Azéris, des Turcs de Turquie, des Turkmènes, des Kashkai, des Turcs de Khorasan, dont les effectifs combinés dépassent plus de 200 millions de personnes. Ils se composent de 24 tribus, dont la légende est la suivante. Le chef fondateur Oghuz Khan eut d'une première épouse 3 fils appelés Gun, soleil, Ay, lune, et Yildiz, étoile, et d'une seconde épouse 3 autres fils du nom de Gök, ciel, Da, montagne, et Denise, mer.
Chacun de ces 6 fils eut lui-même 4 fils, d'où les 24 tribus que vous voyez ici. Leurs descendants et les descendants de leurs descendants fondèrent de grands empires. Par exemple, les Seljoukides se réclament de la tribu des Kiniques. Je ne sais pas si vous voyez, les Kiniques, ils sont... J'avais vu... Voilà, ici, les Kiniques. La tribu donc c'est une tribu liée aux Outchoks, tandis que les Ottomans se réclament des Kaï, tribu aînée des Bozoks. Les Pechenegs sont les Pechenegs issus des Gokhan, etc., etc. Bref, c'est un petit peu légendaire et sans doute mythologique, voire romancé. Mais c'est intéressant de savoir que plusieurs empires turcs se sont réclamés d'un seul et même ensemble de tribus turcs oghuz. Maintenant, le monde seljoukide. Les premiers Turcs musulmans sont des esclaves. Les fameux Mamelouks du 9e siècle. Les esclaves turcs étaient les plus beaux, les plus recherchés de tous. Leur prix pouvait atteindre les 200 000 dirhams dans les marchés de Samarcande, du Khorasan et de Bagdad. Ces guerriers devinrent rapidement les rouages essentiels de l'État islamique, si bien que la garde personnelle d'Al-Mutassim, 8e calife abbasside, en contenait entre 4 000 et 70 000. Les Turcs devinrent des grands officiers, des secrétaires, des favoris, des conseillers et des chambellans de l'État abbasside. Ils finirent par mettre à mort le calife et choisir son successeur en 861. Voyons maintenant l'apparition des Seljoukides. Vers 950, l'une des 24 tribus des Oghuz, les Turcs occidentaux, celle des Kiniques, comme je viens de le dire plus tôt, vient s'établir sur la rive droite de Sirdarya, près de l'actuelle ville kazakh de Kizilorda. Leur chef était un certain Seljouk, fils de Doukak, qui avait été au service d'un prince khazar. L'onomastique de ses fils est totémique, ce qui prouve la fidélité au mythe d'origine de cette tribu. Arslan, le lion, Chagri, l'épervier, et Tougroul, le faucon. Leur destin sera de surpasser tous les autres peuples. Le 22 mai 1040, près de Merv, à Danakan, dans l'actuel Turkménistan, les Ghaznévides furent totalement battus par les Seljoukides. Ils durent céder tout le Khorasan, l'actuel Perse. Oui, Arslan, c'est la même... c'est aussi Aslan, ça veut dire le lion. Il y a un R en turc. Des fois ils le mettent, des fois ils le mettent pas. Dès lors, tout alla très vite. Tougroul Beg partit conquérir l'Iran et prit Ispahan en 1059. Il devint ainsi le maître de l'Iran et le premier sultan seljoukide. Tougroul Beg décida de se déclarer protecteur du calife et du sunnisme. Dire que les Seljoukides se convertirent par la suite à l'islam est un bien grand mot. Ils se souciaient peu de religion et sous le nom de musulmans entendaient demeurer essentiellement chamanistes, païens. Ici, le choix de Tougroul de se convertir à l'islam était essentiellement un choix politique. Les Seljoukides décidèrent de se tourner vers l'Empire byzantin, ensuite pour leur conquête, dont l'Asie mineure constituait une terre de razzia. Le sultan y conduisit des raids dévastateurs, afin notamment de rassasier les troupes en argent. En 1048, les Seljoukides prirent Erzurum, dans l'actuelle Turquie, alors terre arménienne. On pense que cette prise a inauguré les invasions vers l'ouest. Les Turkmènes, basés en Azerbaïdjan et en Haute-Mésopotamie, lancèrent des assauts contre l'Arménie et le centre de l'Asie mineure. C'est ce que les historiens nomment la migration des Turcs. C'est là que commence la grande migration des Turcs en Anatolie, dans l'actuelle Turquie. En 1064, la capitale de l'Arménie, Ani, succomba, et sur sa cathédrale, l'une des plus belles églises de cette ville, on installa le croissant de lune, symbole turc parmi d'autres, mais appelé à devenir beaucoup plus tard, comme si l'astre s'était levé dans le sang arménien, celui même de l'Empire ottoman, qui, au crépuscule de son existence, commit sur ces mêmes terres, des siècles plus tard, un massacre organisé des populations arméniennes. Ainsi, la première confrontation entre Turcs et Arméniens avait débuté dans le sang, et se terminerait dans le sang, symbolisant le choc frontal et millénaire entre deux civilisations. Il fallait en finir, pensa l'empereur romain Diogène. Il fallait en finir de ces Turcs. À la tête d'une armée de 20 000 hommes, il partit croiser le fer contre ce peuple barbare et violent. Le 19 août 1071, aux abords du lac de Van, dans l'actuelle Turquie, la puissante armée Seljouk d'Alp Arslan affronta un ennemi démoralisé. La défaite fut cataclysmique pour les Byzantins. Leur empereur chrétien fut capturé par un prince musulman pour la première fois. Mais si le Turc avait vaincu le Grec, il n'avait pas vaincu son mythe.
Rome, qui se profilait derrière lui, semblait éternelle et, même offerte, il était impossible de la prendre. Le sultan se montra magnanime et libéra l'empereur contre rançon, lui rendit tout ce qu'il avait perdu et poursuivit sa route guerrière contre d'autres ennemis. Voyons maintenant d'autres peuples turcs, quittons un petit peu les Seldjoukides, et étudions les Kipchaks, les Comans et les Polovts. Alors même que Byzance s'effondrait en Iran, elle subissait en Europe les attaques incessantes des Petchenegs, un autre peuple turc. Byzance fut sauvée par les Comans, ou Kipchaks, un autre peuple turc, qui défirent les Petchenegs le 29 avril 1091. Les Kipchaks, dont primitivement les Comans et les Polovs formaient peut-être des tribus particulières, étaient des hommes de type nordique, blancs de teint, blonds et roux de poils. Pour certains, il s'agissait de descendants des Indo-Européens habitant le bassin du Tarim. Pour d'autres, ils étaient issus de nomades apparentés aux Oghuz, sans doute un rameau s'étant séparé de la confédération des Kimek, de l'Irtish et de l'Ob. Les Oghuz occupaient encore de vastes territoires stépiques, s'étendant des confins du royaume bulgare sur la Kama et du Lim khazar sur la basse Volga. Le brusque départ des Kipchaks les lança vers le Danube, où certaines sources mentionnent jusqu'à 600 000 personnes. Ils se firent anéantir dans les Balkans par une coalition de peuples sud-orientaux. Voyons maintenant la naissance des Seldjoukides d'Asie mineure. Après la défaite byzantine à Manzikert en 1071, les Grecs, ne disposant plus de forces importantes, durent composer avec les Turcs. En 1081, Alexis Comnène céda au Seldjoukide Sulayman ibn Kutulmush la ville de Nicée, la ville des conciles, au lieu du christianisme, à quelques lieues à peine du Bosphore, donc de Constantinople. De là, il se lança à la conquête de la petite Arménie, je parle bien évidemment du sultan Seldjoukide, dernier vestige en Asie mineure de la Grande Arménie défaite après la prise d'Ani et la bataille de Manzikert 10 ans plus tôt. En 1085, Sulayman prit Antioche, provoquant une vive émotion dans le monde chrétien. L'église de Saint-Pierre fut transformée en mosquée. Puis il fut battu et tué par une autre branche des Seldjoukides, les grands Seldjoukides, devant Alep. En Asie mineure, les Grecs et les Arméniens durent composer avec l'arrivée des populations turques déferlant par vagues successives. Certains se mêlèrent à ces nouvelles populations, contribuant à leur donner de nouveaux caractères anthropologiques. Laissons de côté l'épisode des croisades, que vous connaissez bien, ainsi que l'arrivée des Mongols de Gengis Khan, qui n'appartiennent pas totalement au monde turc. Concentrons-nous maintenant sur l'arrivée au pouvoir de Tamerlan et du séisme qui va en résulter. Le séisme Tamerlan. Tamerlan, né dans la tribu mongole turquisée à une centaine de kilomètres au sud de Samarcande près de Kesh, il est né dans une tribu de mongols turquisée. Le 10 avril 1370, il mit sur sa tête la couronne d'or au cours d'une grandiose et barbare cérémonie dans Bactre conquise. Vous pouvez ici en voir une représentation. Il ne porta guère d'autre titre que celui d'émir. À 24 ans, le grand émir parvint à constituer un empire englobant la Transoxiane, le Khwarezm, le Mogolistan, l'Iran tout entier, la Mésopotamie, l'Arménie, le Caucase, l'Anatolie orientale, à s'assurer la suprématie sur l'Inde septentrionale, en Asie mineure, sur tout le territoire de la Horde d'Or. Il mourut le 19 janvier 1405. Pendant un tiers de siècle, Timour avait parcouru l'espace en le parsemant de ruines, en y déplorant le spectacle de sa perversité, en y affichant les preuves de sa toute-puissance destructrice. Son bilan, des centaines, des millions de morts. Que dire de la vanité de son œuvre? Il aimait les arts, les lettres et les lois, mais qu'a-t-il laissé à ses successeurs? Tamerlan mourut comme meurt un bon musulman en récitant la Shahada. Il avait, durant sa vie, étroitement mêlé dans son incontestable foi le chamanisme et l'islam. Il avait commencé sa carrière au service des Djagataïdes de Lili, demeurés païens, et il avait en lui un affleurement constant du substrat pré-islamique. La société dans laquelle il évoluait, comme la plupart des sociétés turques de l'époque, était bien islamique, mais assez éloignée du visage que l'on prête d'ordinaire à l'islam. On y buvait du vin, on y faisait de la musique, on y aimait la peinture figurative, souvent légère et peut-être même érotique. Les femmes y jouissaient d'une liberté insoupçonnée, et, maîtresses d'elles-mêmes, elles l'étaient aussi de leurs maris et prenaient part aux fêtes. Fidèles aux antiques traditions ouïghours, khazars, seldjoukides, Gengis Khanides, aux traditions turques bref, il n'avait rien d'un fanatique. Il s'intéressait au pouvoir des derviches, des sorciers, était amateur de discussions théologiques. Il se disait défenseur de la foi, héros de la guerre sainte, du djihad, mais le résultat de son règne fut la destruction de toutes les puissances musulmanes de l'époque.
Empire ottoman, Empire des Indes et Empire du Kiptchak. En réalité, il répondait à une idée profonde, celle qui circule d'âge en âge, de siècle en siècle. Il ne pouvait y avoir qu'un seul roi sur la terre. Entendons-nous qu'un seul Turc qui commandât aux Turcs. Voyons maintenant un peuple que vous connaissez bien, les Ottomans. Les Ottomans, en turc osmanli, les enfants d'Osman, formaient au XIIIe siècle un beylika que rien ne semblait distinguer des autres si ce n'était sa petitesse et sa fragilité. Situé à l'extrême nord-ouest des terres turques, il était directement exposé au coup des Byzantins. Vous pouvez voir ici le territoire contrôlé par Osman au tout début de son règne. Donc vraiment un tout petit territoire de rien du tout. Les Osmanlis descendaient de la tribu Oghuz des Kayi qui avaient émigré en Arménie soit au temps des invasions seldjoukides, soit plus tard lors des conquêtes mongoles. Là encore, on revient sur les fameuses 24 tribus. Les Ottomans se sont sans doute installés vers 1225 près du lac de Van et placés sous l'autorité d'un certain Sulayman qui reçut des Seldjoukides un fief en Bithynie. C'est avec son troisième fils, Osman, le seul à porter un nom islamique, que commence véritablement l'histoire des Ottomans. Le cadeau de la Bithynie fut d'une inestimable valeur. Tout ce que l'islam anatolien comptait d'aventuriers et de combattants de la foi vint s'enrôler sous la bannière des Kayi, qui portaient essentiellement leurs efforts contre les Byzantins. Dès 1290, avant la date officielle de la naissance de l'Empire ottoman, fixée à 1299, Osman Ier Ghazi s'était emparé de plusieurs plateformes byzantines. Ses successeurs bâtirent une administration remarquable et une véritable armée de métier pour atteindre les 20 000 hommes rien que chez les janissaires au début du XVe siècle. Un petit point sur les janissaires. Les janissaires, en turc Yeniçeri, nouvelle milice, est une armée de métier, chose inconnue alors, recrutée via la méthode du devshirme, qui consistait à capturer des enfants de familles chrétiennes pour les élever dans la religion musulmane pour le seul exercice de la guerre et l'exclusif service du prince. Donc c'était quasiment des esclaves. Les Ottomans, qui comprirent que Byzance était un solide verrou fermant la porte des Balkans, décidèrent de la contourner et se lancèrent à la conquête de l'Europe slave. Ça va en intéresser certains ici. En 1361-1362, ils franchirent les Dardanelles et s'emparèrent d'Andrinople, la ville d'Adrien, qui devint Édirnée. Puis ils se lancèrent à l'assaut de la Thrace. L'Occident s'affola. Le pape Urbain V prêcha la croisade à une époque où l'esprit de la croisade, sans être mort, n'était plus très fort. Seuls les orientaux les plus directement menacés y répondirent. Bulgares, Serbes, Bosniaques, Hongrois, Valaches, tous se firent vaincre en 1363 et anéantir le 15 juin 1389 à Kosovo. Le Serbe Miloš Obilić eut le plaisir de poignarder le sultan Mourad Ier qui décéda, mais il sera immédiatement décapité et désavoué par toute la Serbie, qui se rallierait avec enthousiasme au vainqueur et lui fournirait pendant longtemps ses plus fidèles auxiliaires. La bataille d'Ankara. Le mauvais génie des Turcs voulut que le sultan Bayezid la Foudre vécût en même temps que Timour le Boiteux. Nous avons vu l'orgueil de ce dernier, aussi la guerre semblait inévitable. Deux princes se faisaient face, deux empires se préparaient à l'affrontement. Emmenant avec eux les contingents des peuples récemment soumis, les deux souverains marchèrent l'un contre l'autre. Donc là, c'est le souverain ottoman qui affronte Timour. Un choc comme vous n'en avez sans doute jamais vu. Ils se rencontrèrent sur le plateau que dominait la citadelle d'Ankara le 20 juillet 1402. 220 000 Ottomans affrontèrent 180 000 Timourides. La bataille commença assez tard dans la matinée et se termina à la nuit tombée. Les janissaires tinrent bon, et les troupes chrétiennes, les Serbes surtout, que commandait le roi Étienne, firent des prodiges. Bayazid combattit jusqu'au bout, sabre à la main, mais les contingents musulmans recrutés en Asie mineure passèrent à l'ennemi, car dans les rangs de Timour se trouvaient leurs anciens émirs. Les Turcs anatoliens avaient le cœur plus proche des Asiatiques que de ceux qu'ils considéraient comme des Européens. Quand le soleil se coucha derrière les crêtes, l'Empire ottoman était vaincu et Bayezid fait prisonnier. Il en mourut quelques mois plus tard de désespoir. Tamerlan parcourut l'Asie mineure, restaurant les beylika, donc les petits émirs, les petits royaumes qui étaient là avant l'Empire ottoman, pillant la capitale ottomane et, guerre sainte oblige, enlevant Smyrne aux chevaliers de Rhodes. Il était devenu le souverain universel, ou tout du moins n'avait plus de rival turc à jalouser. Il fallut 9 ans seulement aux Ottomans pour reconstituer leur empire après le raid timouride.
Mehmed Ier Tchélébi, 1403-1421, s'allia à Byzance pour reconquérir les Émirats et maîtriser l'agitation sociale. Mourad II, 1421-1451, assiégea vainement Constantinople, échoua dans une tentative devant Belgrade, ne put résister à une nouvelle croisade qui réunissait autour de Jean Ouyandi, voïvoïde de Transylvanie, des Hongrois, des Polonais, des Allemands, des Vénitiens et les Albanais de Skanderberg, en 1444. Les Turcs demeuraient attachés au principe de leur aïeux pour lequel un serment de paix était un acte sacré. Mourad revint en hâte et décima les croisés à Varna, puis dans une deuxième bataille de Kosovo en 1448. Il put finalement mourir tranquille. L'Europe n'avait désormais plus aucun espoir de sauver Byzance. Il revint au jeune Mehmed II, 1451-1481, qui serait nommé Fatih, le conquérant, de s'en saisir. Depuis 8 siècles, l'islam convoitait Constantinople. Heureuse l'armée, heureux le chef qui la prendrait, disait une parole apocryphe du prophète Mohammed. Elle serait inscrite au lendemain de la victoire sur la porte de Sainte-Sophie. C'était une attente en quelque sorte prophétique. La prise de Constantinople. L'empereur Constantin XI, paléologue, lança un ultime cri vers l'Europe, un cri de désespoir. Cette dernière ne lui enverrait qu'une force dérisoire, 700 hommes, vénitiens pour la plupart. Dans la nuit du 23 avril 1453, Mehmed fit transporter par voie de terre une partie de sa flotte du Bosphore dans la Corne d'Or, où, stupéfaits, les Byzantins à l'aube du 24 la contemplèrent. Il offrit au Basileus une capitulation honorable. Celui-ci eut la dignité de la refuser. Les Turcs alors se ruèrent dans la brèche que leurs canons avaient faite dans la muraille. Constantin XI mourut les armes à la main, son corps ne fut jamais retrouvé. À cheval, Mehmed II Fatih entra dans la basilique Sainte-Sophie et y célébra l'office de la prière islamique. Nous étions le 29 mai 1453, les Turcs mirent fin au Moyen-Âge, le monde entra dans le temps moderne. C'est ainsi que prend fin notre conférence à l'aube des temps modernes, pour plusieurs raisons déjà. Déjà, car la plupart d'entre vous connaissent la suite de l'histoire, expansion puis chute de l'Empire ottoman, création de la première république turque en 1923 par Mustafa Kemal dit Atatürk. Ensuite, la conférence traînerait en longueur et ce n'est pas mon objectif. La chute de Constantinople me semble être une fin appropriée pour une conférence portant sur l'histoire des Turcs. Partis du fin fond des steppes altaïques, les Turcs furent chamanistes, totémistes, animistes, tangristes, païens, chrétiens, juifs et musulmans. Ils furent anthropologiquement des Mongols, des Asiatiques, des Européens, pour enfin devenir un groupe ethno-linguistique certes séparé, mais englobant dans leur passé génétique et culturel quasiment toute l'histoire de l'Eurasie. Aujourd'hui, les Turcs sont entre 300 et 350 millions. La plupart des États de langue ou de culture turque sont regroupés au sein de l'organisation des États turciques, qui comprend l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, la Turquie et le Turkménistan. Depuis novembre 2022 d'ailleurs, le Turkménistan, c'est assez récent. Cette organisation comprend aussi 2 États observateurs, la République turque de Chypre du Nord, qui n'est pas reconnue par l'ONU il me semble, et chose pas si surprenante si vous avez suivi la conférence, par la Hongrie. Et oui, la Hongrie est membre de l'organisation des États turciques, seul État majoritairement chrétien de la liste. La prochaine conférence portera sans doute sur les Hittites, peuple indo-européen anatolien. Merci pour votre écoute. Les sources sont les suivantes: Histoire des Turcs, bien évidemment, de Jean-Paul Roux. L'Asie centrale, Histoire et civilisation, de Jean-Paul Roux aussi. Un article de Jean-Paul Roux, Guerre et lune chez les Turcs, dans la revue de l'histoire des religions. Et enfin, Louis Amby, Civilisation et langue de la Haute-Asie, dans une revue qui s'appelle l'Annuaire de l'École pratique des hautes études, donc la fameuse École pratique des hautes études, sciences historiques et philologiques.